Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie, pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. Je parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de cette belle, chère et tendre liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas d'abord à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation complète de plus d'1h20, totalement gratuite, qui s'appelle « Les 4 piliers de l'indépendance financière ». Elle a déjà été téléchargée plus de 1300 fois et elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre cette belle liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir et une excitation qui fait que j'ai recommencé cette intro 4 fois. Ah là là, avant Une vie de liberté, c'était toutes les semaines. Maintenant, je vous retrouve tous les 15 jours et je suis tellement heureux de faire ce podcast. C'est mon bébé, je suis tout seul sur Une vie de liberté. C'est mon moment dans la semaine pour partager avec vous et je vous avoue que parfois, c'est tout à cérémonial. C'est pas triste. Si vous pouviez me voir mettre en place ce podcast, je pense que des fois, il y a de quoi rigoler. Mais voilà, en tout cas, j'étais très excité au point que j'en mâchais mes mots. Donc, je vous ai recommencé l'intro 4 fois. Ce sera pour la postérité, vous ne le verrez pas. Mais voilà. Donc, on va faire comme tous les 15 jours. On va remercier tous les gens qui m'ont écrit sur YouTube suite au podcast de la dernière quinzaine. Un grand merci à Joe, Cassandre, Julien, Alpha, Max, Victor, Sébastien, Jérémy, Olivier, Julien et Jérôme. Et même pour ceux qui ont la vidéo, vous me verrez me tortiller sur ma chaise puisque je me suis fait une contracture au dos au CrossFit. Et je pense que je vais me tortiller aujourd'hui. Voilà, ce sera un podcast sous Doliprane. Nous sommes 5667 sur YouTube. Merci beaucoup à vous. On est à 476 notes sur Apple Podcast. Une note de plus avec un commentaire 5 étoiles. Merci à toi, Tonio. Ça m'a beaucoup touché. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est de le faire sur Instagram, sur mon seul et unique compte, Une vie de liberté, avec la petite étoile bleue. J'essaye de répondre à tout le monde. Je suis désolé, c'est pas toujours facile, je mets du temps parfois. Là, on est sur 15 jours de retard là à peu près, mais voilà, j'essaye de répondre à tout le monde. J'essaye aussi de partager du contenu tous les jours. Sur Insta, c'est le réseau social où j'ai le plus d'abonnés. C'est là où c'est le plus facile de me contacter si vous avez des questions, que ce soit sur un événement, une formation, même sur n'importe quoi, si je peux vous aider. Mais voilà, j'essaye aussi, comme vous, je pense, et vous feriez bien de le faire à mon avis, réduire la consommation de réseaux sociaux à 1 heure par jour. Donc, comme j'essaye de pas trop tricher, et voilà, je triche, je suis plutôt à 1h15, parfois 1h30, ce qui est vraiment déjà beaucoup. Voilà, il y a des messages où je mets un peu plus de temps à répondre. Encore une fois, en tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, de commenter les épisodes, de les partager. C'est vous qui faites vivre ce podcast depuis plus de 5 ans maintenant. On attaque la 6e année d'Une vie de liberté. On l'a bien attaqué même déjà. Donc encore une fois, merci à tous. Et je vous propose qu'on passe à la rubrique News. Et les news, c'est d'abord le retour sur le Mastermind Entrepreneuriat Business Workshop qui a eu lieu la semaine dernière. C'était exceptionnel. On devait avoir 20 participants. Vous m'avez tellement harcelé que j'ai poussé jusqu'à 25, mais j'ai eu quasiment 40 demandes vraiment fermes. Donc, c'est quelque chose qu'on refera. Ça, c'est sûr et certain qu'on le refera l'année prochaine. Mais en tout cas, ça vous a beaucoup plu. C'est un mastermind qu'on a porté donc avec Yann, bien entendu, mon collègue des Gentlemen Investisseurs, mon autre podcast, avec Ben, mon associé de toujours, et Fabien, mon associé sur Nouveau Départ. On avait aussi Alexis et Mika qui nous ont rejoints pour parler de Amazon FBA, et puis notre pote Eric qui est venu nous parler de reprise d'entreprise. On a essayé de faire quelque chose où il y en a un petit peu pour tous les goûts. Ça a vraiment beaucoup plu. J'ai lancé un mail de feedback aux participants. J'ai eu les premiers retours
Donc, on a fait mouche, donc ça fait vraiment plaisir. C'est quelque chose qu'on refera parce que aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est au cœur de ma vie, hein. J'ai été invité sur le podcast Le Grenier avec Michael, l'hôte du podcast, il y a pas très longtemps. Et c'est un truc de fou. Avant, ça me prenait 1 minute de présenter ce que je faisais. Maintenant, j'ai tellement d'activités à côté. Et le dénominateur commun de tout ça, c'est l'entrepreneuriat, en fait. C'est ce qui me passionne. Donc, j'étais content qu'on puisse vraiment le partager. Les retours étaient super. Donc, je pense que l'année prochaine, il y aura Mastermind Entrepreneuriat bis. Et encore une fois, merci à tous les participants. Merci de votre implication. Merci de tout ça. Je suis toujours heureux quand je fais ces podcasts parce que je le dis à chaque fois, mais j'ai l'impression que le podcast, c'est comme si j'étais un artiste qui enregistre son CD et les événements, c'est les concerts, quoi. C'est là où on vous rencontre. Donc, voilà, je pense qu'on continuera d'en faire encore pendant quelques années. J'espère en tout cas des événements pour vous rencontrer. C'est ça qui est le plus important pour moi. Je serai, deuxième news, ce samedi 1er février. Donc, si vous écoutez le podcast la semaine de sa sortie, je serai samedi après-midi à Nantes, toute l'après-midi avec mon petit Yann pour soutenir notre Bourama national à l'Hexagone MMA au Zénith de Nantes. Et on sera toute l'après-midi dans un bar pub qui est à côté du Zénith, qui est à 300-400 mètres du Zénith. Je vous donnerai le lieu en story je pense samedi matin. Voilà, dès qu'on y sera, dès qu'on sera sûr que ce sera le bon endroit. Mais en tout cas, on sera dans les parages du Zénith. Donc, si vous voulez nous rencontrer, si vous voulez passer du temps avec Yann et moi, si vous voulez venir nous voir l'après-midi, n'hésitez pas à m'écrire sur Insta, justement, pour qu'on puisse vous communiquer le lieu. Voilà, je veux pas le dire sur Insta parce que je veux pas non plus que ce soit n'importe quoi. Mais voilà, si vous venez me contacter en DM, je vous le donnerai et on se trouvera là-bas. On sera à Nantes, dans les gradins, pour soutenir Bourama. Et même si vous voulez aller à l'Hexagone MMA, je crois qu'il reste encore des places. Si vous voulez prendre des places pas trop loin de nous, c'est aussi possible. Donc n'hésitez pas à m'écrire en DM sur Insta ou sous la vidéo YouTube pour qu'on organise ça. Donc voilà, je pense que normalement, ça devrait bien se passer pour notre Bourama. En tout cas, on sera là pour le soutenir. Je vais vous faire un petit point sur l'avancée de nos bureaux parce que voilà, aujourd'hui, j'enregistre dans les bureaux actuels d'AB Investissement et puis de la boîte du podcast que j'ai avec mon associé Ben, avec Benjamin. Et on est en train de faire construire nos nouveaux bureaux. C'est à 300-400 mètres d'ici. Et ça a été une aventure folle pour ceux qui suivent ce projet, les fidèles du podcast depuis des années. Où on a fait bataille avec l'administration, bataille dans tous les sens. Je partage régulièrement du contenu sur Insta où je montre l'avancée de ces bureaux. Et on en est au coulage des dallages. Donc ça commence vraiment à prendre forme. D'ici 15 jours, le bâtiment sera vraiment clos, couvert. On va commencer à vraiment avoir nos futurs locaux. Puis c'est aussi un investissement immobilier où on a 2 cellules qu'on aura à la location. Je pense que quand on aura fini, si jamais ça vous intéresse, vous me direz, mais je vous ferai une vidéo sur YouTube où je vous expliquerai tout cet investissement de A à Z avec les chiffres à l'appui, comment on a fait. Parce que je trouve que c'est hyper inspirant ça aussi. Où on est parti d'un rêve, d'avoir nos bureaux de rêve, où on peut mettre des voitures en dessous, faire un truc assez cool. Ce sera aussi, vous verrez dans le thème du podcast de cette semaine, d'avoir une belle vision pour ce qu'on veut. Et on voulait pas que ce soit un caprice, comme on dit, quelque chose qui soit juste qui nous coûte de l'argent, parce que c'est quelque chose qu'on aurait pu acheter, juste dépenser pour se l'offrir. Et on a mis 2 ans et demi pour arriver à atteindre cet objectif de pouvoir être dans ces bureaux. 2 ans et demi, c'est long, mais voilà, malgré tout, on y arrive. Et c'est chouette, ça fait vraiment plaisir. Et comme quoi, il faut pas lâcher. Et en plus de ça, c'est ce que je veux vous dire, c'est que c'est un investissement intelligent qui va nous rapporter de l'argent. Donc, c'est cool. Donc, je vous montrerai ça. Mais voilà, on en est à l'étape des dallages. Prochaine news, on a sorti tous les séminaires des gentlemen pour 2025. Vous avez le lien dans ma bio Insta, vous avez le lien sur le site internet, vous avez le lien sous les podcasts. Il reste quelques places pour le MMA à Alès, il reste 4 places et je vous annonce officiellement que ce sera la dernière session du Mastermind MMA. Après 4 ans d'existence, ce Mastermind va tirer sa révérence. On le réorganisera pas. Parce que on a toujours aimé avec Yann arrêter nos événements quand ils étaient au top et
Et puis on aimerait changer, on aura fait 2 fois au Maroc, 2 fois à Alès, on aimerait trouver un autre endroit et c'est très compliqué pour les assurances, pour plein de choses, de faire du MMA. Donc on a réussi encore cette année. Si ça vous intéresse, ce sera la dernière année, donc je vous invite vraiment à venir, si vous voulez, il reste 4 places. Et voilà, après on lâche l'affaire parce que ça devient trop compliqué. Et on organisera bien entendu d'autres choses. On a déjà des idées pour l'année prochaine, des choses qui seront complètement différentes. Plutôt en mode déconnexion, et je pense que ça devrait vous plaire parce que c'est aussi parfois ce dont on a besoin et je pense que ça sera chouette. Donc ça c'était pour le MMA. On ira à Leucate au mois d'avril faire du kite, là il reste 2 places pour le kite, et on ira faire du surf à Biscarrosse au mois de juin, il reste 1 seule place. Donc voilà, je vous invite vraiment, si vous avez envie de passer du temps avec nous, à vous inscrire parce que ça sera très vite là. Je vous parlais des bureaux tout à l'heure. Le Mastermind Marchand de Biens avec Ben, ça sera les 26 et 27 juin 2025 dans nos bureaux. Là, vu comme ça avance, je veux pas trop m'avancer. Je touche du bois parce que j'ai pas envie de me porter la poisse. Mais logiquement, ça devrait fonctionner. On devrait pouvoir faire le Mastermind dans nos bureaux. Et j'en serais vraiment ravi de pouvoir les inaugurer avec vous. Donc aujourd'hui, on voulait faire, je pense, 12 places. On en a vendu 6 déjà. Donc il reste 6 places. Si vous avez envie de venir bosser sur le marchand de biens avec nous, maintenant que le marché repart, ça fait plaisir. On retourne beaucoup chez le notaire en ce moment. On a une belle OP en cours, vraiment là, qui va se finaliser d'ici 1 mois. Quand je dis finaliser, c'est qu'on va encaisser la marge. Donc ça, c'est cool. On en a encore 2 autres en cours. Donc c'est vraiment chouette. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Et je serais ravi de partager tout ça avec vous. Et on a aussi des surprises qui arrivent sur le marchand de biens et notamment la formation Division Foncière Expert qui va évoluer. Donc voilà, les choses avancent petit à petit. Et sinon, allez, une dernière news pour rire, mais c'est aussi un peu un accomplissement et ça me fait rigoler. Mais l'autre jour, quand j'ai enregistré le podcast Le Grenier avec Michael, il me dit « tu es un peu un dinosaure du podcast, toi, parce que ça fait maintenant plus de 6 ans, enfin ça fait la 6e année d'une vie de liberté. » Et ça me fait sourire parce que je me dis le temps avance, on se rend pas compte des choses. Et quand j'ai démarré Une vie de liberté en octobre 2019, moi j'avais surtout l'impression d'être en retard. Il y avait tellement de podcasts qui existaient, il y avait tellement de podcasteurs, il y avait tellement de créateurs de contenu sur le domaine que je me disais mais comment je vais arriver à me faire ma place? Et en fait finalement encore une fois le secret peut-être, enfin je sais pas s'il y a un secret parce que voilà, Une vie de liberté, il n'y a pas des millions d'abonnés, mais par contre, il y a une communauté fidèle, engagée, voilà, et où c'est fantastique de partager tout ça avec vous. Et il n'y a pas besoin d'avoir des millions d'abonnés pour passer des bons moments avec sa commu, pour créer quelque chose, pour créer un vrai mouvement, pour créer aussi un business autour de ça avec tous les masterminds qu'on a fait. Une petite communauté, ça suffit et c'est très très bien comme ça. Mais c'était rigolo alors quand on m'a dit dinosaure, je sais pas comment je dois le prendre. Vous me direz si je dois bien le prendre ou si je dois mal le prendre. J'ai choisi de bien le prendre quand même, mais je me dis, c'est fou que on puisse me voir comme faisant partie du paysage podcast français installé, on va dire. Si je me mets des coups de poing dans le micro, ça va pas le faire. Installé alors que voilà, j'ai démarré ça en me disant que j'étais en retard. Donc déjà, c'est un petit mot pour remercier tous les gens qui me suivent depuis toutes ces années, les gens qui sont dans les tout premiers à écouter les podcasts, qui les écoutent encore, qui m'écoutent depuis 5 ans. Je me dis que c'est complètement fou. C'est complètement fou. Et je fais toujours en sorte que ce podcast soit le plus authentique possible. Voilà, je coupe pas quand je mets des coups de poing dans le micro. Bon, des fois, je coupe quand je tousse quand même, parce que je vais vous épargner ça, mais j'essaye qu'il soit le plus authentique possible, qu'il suive aussi ma vie, ce podcast, il a évolué avec moi, avec tout ce que j'ai fait, donc c'est fantastique. Et d'un autre côté, voilà, n'hésitez pas à démarrer une activité, même si vous avez l'impression qu'on vous dit le train est passé, que tu t'arrives, il y a plein de monde dans le domaine. C'est passé aussi pour le marchand de biens. Hein. Quand on a démarré notre activité de marchand de biens, des marchands de biens, il y en avait plein vers chez moi. Et on me disait toujours, tu arriveras pas à faire ton trou. Et aujourd'hui, il y en a plein qui ont abandonné. Et finalement, des fois, quand je suis en visite, j'ai l'impression qu'il reste que nous. Alors, je pense pas qu'il reste que nous, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a largement pu faire notre place et notre trou. Et voilà, faut juste commencer et faire régulièrement. Je crois que c'est le secret de tout finalement. Juste commencer et faire tout simplement. Donc voilà, j'en ai terminé avec les news et je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine, tout ce qu'on a décidé de laisser en 2024
Et c'est un sujet qui vous a beaucoup plu. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ce podcast, j'ai bien rigolé et je pense que voilà, ça vous a plu parce que vous avez été nombreux à réagir. Et on va prendre quelques-uns de vos messages. On a un message de Max. Max qui me dit « Allez, je me prête au jeu. Ce que je laisse en 2024, c'est ma désorganisation, mon manque d'organisation et de rigueur. J'ai malheureusement toujours tendance à toujours tout laisser à la dernière minute et j'ai l'impression de toujours jongler avec les urgences. J'ai découvert depuis peu l'application Notion qui, je suis sûr, m'aidera en 2025 pour franchir un nouveau cap. Encore un grand merci pour le podcast et la good vibes que tu apportes. Merci à toi, mon petit Max. Notion, moi j'avais commencé et finalement j'ai laissé tomber et je me dis toujours que, un peu comme quand tu montes dans une Tesla, tu vois, est-ce que la simplicité, c'est pas le luxe ultime? Tu montes dans une Tesla, il y a un volant, il y a 2 boutons sur le volant, un écran au milieu, beaucoup de place pour mettre ses jambes, c'est très très épuré. Et finalement, cette simplicité, est-ce que c'est pas le luxe ultime? Moi, je sais que quand je fais des longs trajets avec la Tesla, je me sens jamais fatigué parce que tu as un horizon qui est dégagé devant toi, le tableau de bord est plat, il y a pas 50 000 trucs qui clignotent à regarder. Et c'est pas du tout les codes de l'automobile qu'on connaissait avant, ou quand je monte dans la Porsche, par exemple, il y a des boutons partout, quoi. La plupart, tu sais pas à quoi ils servent, mais il y a des boutons partout. Et là, c'est complètement différent. Et du coup, j'en reviens à la même chose avec mon organisation, où au final, j'ai, tu vois, mon calendrier Apple avec mes rappels, et j'ai mon application Notes sur mon iPhone. C'est peut-être ma meilleure amie, cette application où j'ai des notes partagées avec aussi mes associés. C'est une super façon de communiquer. Et j'ai l'impression en tout cas que c'est ce qui m'aide le plus. Et tu vois, pareil, sur mon écran de Mac, j'ai un petit post-it en haut, j'ai une petite application de post-it qui s'appelle Aide-mémoire. Oui, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Où j'ai ma to-do list dessus, j'ai juste 5 petites tâches notées, les 5 tâches que j'ai à faire en ce moment pour pas les oublier. Et ça me permet d'avancer. Et encore une fois, j'en parlais dans le dernier podcast. André Muller, notre cher André, si tu nous écoutes de là où tu es, je me force la main, tu vois, quand t'as pas envie, tu t'assois, tu commences, tu t'y mets, et au final, 2 heures après, t'as produit quelque chose. Donc, le tout, c'est de commencer. C'est de commencer, même si tu sais pas par où y prendre la chose, tu t'assois et tu commences. Et parfois, au bout de 5-10 minutes, finalement, t'as déjà avancé, t'as déjà fait quelque chose. Donc, un grand merci à toi, Max, pour ton message. Et on va prendre un message de Olivier. Olivier qui était avec nous au Mastermind Entrepreneuriat, mon petit Olive, qui me dit « Ah, dommage, j'ai pas vu passer le sondage. » Pour ma part, c'est si on pouvait laisser la 5e République et trouver une 6e République en 2025. Ce serait, j'espère, magnifique. Tout est à changer dans ce pays. Il faut reprendre depuis le début. Courage, fuyons. Mon petit Olive, moi, après, ça va être mon point de vue et je vous partage encore une fois sur Une vie de liberté. J'ai jamais dit que j'avais la raison, la vérité universelle, et je vous partage juste mon point de vue. Je pense pas que le salut viendra des politiques. J'ai vu une interview d'Oussama Hamar récemment qui partageait ça, où il disait avant, ceux qui avaient le pouvoir dans le temps, ça a été les rois, ça a été le clergé, ensuite ça a été l'empereur. Aujourd'hui, c'est les politiques. Et on est en train d'assister aujourd'hui à un changement de pouvoir, et le pouvoir aujourd'hui, c'est les entrepreneurs. Alors quand je parle des entrepreneurs, il y a tellement de types d'entrepreneurs, mais on le voit, les sociétés qui portent le monde, qui décident du changement du monde et de la direction du monde, c'est les entrepreneurs. C'est aujourd'hui Amazon, tu commandes n'importe quoi, tu l'as dans ta boîte aux lettres le lendemain. Ça, c'est pas l'État qui nous l'a apporté. Tesla, avec ce qu'ils sont en train de faire déjà, ce qu'ils ont fait pour les voitures, ce qu'ils sont en train de faire pour l'énergie solaire, ce qu'ils sont en train de faire pour les robots et pour même pour aller sur Mars, c'est complètement fou. Ce changement, il n'est pas initié par les États. Il est initié par les entrepreneurs. Même notre bon vieux Mark Zuckerberg, qui a retourné sa veste et qui arrête de censurer tout le monde. Là, il a senti le vent tourner, Mark Zuckerberg. Il essaye d'être dans la team maintenant. Mais on voit que pour lui aussi, en tout cas, il a permis au monde entier de communiquer beaucoup plus facilement, de partager avec Facebook. Et on voit que le salut, en tout cas le changement, vient des entrepreneurs. Encore une fois, est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien? J'en sais rien, c'est peut-être trop tôt pour le dire. Par contre, c'est là, quoi qu'il en soit. Et d'ailleurs, on l'a vu avec l'investiture de Donald Trump. Elon Musk, il était au premier plan. Ils sont pratiquement main dans la main, en fait, entre... Et d'ailleurs, Donald Trump était, aujourd'hui c'est un homme politique, mais était entrepreneur et est toujours un entrepreneur. Donc, on est en train d'assister à ça,
peut-être un changement de pouvoir entre les politiques et les entrepreneurs. Est-ce qu'on va en arriver là dans notre bonne vieille Europe? J'en sais rien, mais moi, j'essaye de toujours m'en inspirer et le voir à mon échelle et me dire: «Je suis l'entrepreneur de ma vie, je suis un entrepreneur. OK, on a ces politiques-là, ils font leur cirque, ils ont leur vision des choses, ils ont jamais travaillé. Pour moi, ils savent pas de quoi ils parlent. Leur réponse à tout, c'est la taxe et ils sont nuls en business, en fait, ils sont nuls à chier en business, ils comprennent rien. Par contre, moi, j'essaye de comprendre quelque chose. En tout cas, je pense que je suis pas trop nul et et je me dis que je changerai peut-être pas le monde, mais et on en parlera dans ce podcast, hein, de l'impact qu'on peut avoir. Mais déjà, je pense qu'avec une vie de liberté, j'ai eu un petit impact à mon échelle. En tout cas, j'ai fait, comme disait Pierre Rabhi, hein, comme le colibri, j'ai fait ma part, je fais ma part. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire, au moins, je peux changer ma vie à moi. Je peux être l'entrepreneur de ma vie et je peux changer les choses pour moi à mon échelle. Donc, j'en attends pas beaucoup des politiques, 5e, 6e République. On verra bien. Agissons pour nous. En tout cas, je suis convaincu qu'on peut quand même faire quelque chose de toute façon. Même si on maîtrise pas tout, on peut maîtriser notre quotidien. Donc merci à toi Olive. On a un message rapide de Ours Blanc qui me dit: quand tu dis vendre de l'immobilier pour aller sur le financier, tu parles d'actions ou d'ETF sur compte titre. Alors, petite publicité pour Bourse Exponentielle, ma formation de référence. Je souris toujours parce que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent sur Insta pour des fois avoir des petites infos. Et j'ai beaucoup de gens qui ont pris la formation qui osent pas m'écrire. Et je réponds toujours de bon cœur, hein, même aux gens qui n'ont pas pris la formation. Bien entendu, au bout d'un moment, je me dis des fois pour une formation que je vends 250 €, qui souvent est en promo à 199, enfin en tout cas 2 fois par an, je me dis, et sachant que dès que tu ouvres un compte de bourse, tu peux récupérer 80 € de parrainage. C'est de l'économie de bout de chandelle quand tu vois, moi, ce que je vois, ce que ça m'a permis de gagner en 18 ans d'investissement. Donc, formez-vous, les gars. Avec moi, j'espère, ou avec d'autres, c'est pas grave, mais bah, tu sais que pour moi, ma stratégie, c'est vraiment sur le long terme, c'est vraiment les ETF. Tu peux prendre des actions aussi, si ça te plaît, de faire du stock picking. Je suis pas sûr que ce soit, enfin, je suis certain que c'est pas la meilleure stratégie. C'est une stratégie qui est risquée. Elle peut superformer ce que tu peux avoir en investissant sur des ETF, sur des indices larges, mais il y a une énorme part de chance. Et moi, je veux pas que tout mon avenir financier repose sur la chance. Je veux qu'il repose sur l'historique, sur la statistique et surtout sur la statistique et maximiser en tout cas mes chances de réussite. Donc pour moi, je vais sur des ETF. Bourse exponentielle, j'explique toute la méthode parce qu'avant de les mettre sur compte titre, il vaut mieux remplir ton PEA si tu es en France. Mais voilà, je peux pas te résumer une formation de 4 heures en 5 minutes. Mais en tout cas, voilà, quand moi je parle de vendre de l'immobilier pour aller sur le financier, je parle d'acheter des ETF. D'abord sur PEA, moi le mien, ça fait quelques années aujourd'hui qu'il est plein, mais ensuite sur les comptes de société holding, sur des comptes de société, sur des comptes titres en perso. Et de blinder ces positions-là aussi, bien entendu, en respectant son allocation de patrimoine, en respectant son appétence au risque. Mais oui, effectivement, sur le long terme, la bourse superforme tout et ça, c'est des maths. Pour le coup, c'est des chiffres. Donc, merci à toi pour ton message. On a un message de Jérôme. Jérôme qui me dit: salut tonton, tu parles des actions que tu n'as pas effectuées dans le passé malgré le fait d'avoir été informé. Mais est-ce que le fait de ne pas intégrer émotionnellement l'information a fait que tu n'es pas passé à l'action, si j'ose dire? La question, elle est un petit peu compliquée. Je m'y suis repris à plusieurs fois, mais je pense que j'ai compris ce que tu voulais dire. En fait, Jérôme, il me demande si, malgré le fait d'avoir eu l'information nécessaire à un moment donné, je suis pas passé à l'action parce que j'ai pas intégré émotionnellement la chose, les émotions qui étaient liées. En gros, je pense que tu m'arrêteras, Jérôme, si, enfin, tu m'arrêteras pas, mais tu me le mettras en commentaire si je me trompe. Mais tu suggères que savoir quelque chose, ça suffit pas pour agir. Et tant que t'as pas ressenti l'impact émotionnel que peut avoir une décision, tu peux rester inactif. Et en fait, il y a un vrai lien entre la connaissance intellectuelle, ce qu'on comprend. Par exemple, je viens de parler de bourse exponentielle, mais quand j'explique l'exponentielle, quand j'explique comment ça marche, quand j'explique le DCA, de pas avoir compris l'impact émotionnel que ça pouvait avoir, notamment quand la bourse, elle monte et elle descend. Là, ça peut empêcher de passer à l'action. Ou aussi l'impact émotionnel que ça peut avoir quand ça marche. Et je sais que moi, j'ai eu quelques déclics comme ça, où je me suis rendu compte que comprendre rationnellement qu'un investissement est bon, le comprendre intellectuellement, c'est une chose, mais ce qu'il faut, c'est à un moment ressentir
un peu ce sentiment d'urgence, et j'en parlerai tout à l'heure avec le désir ardent dans le podcast, ce sentiment de confiance, d'alignement émotionnel qu'on a dans la décision. Ben oui, effectivement, on peut procrastiner ou ne pas agir. Mais en fait, ça s'auto-alimente. Il y a un moment où tu peux pas être convaincu si t'es pas passé à l'action. Et si tu passes pas à l'action, tu peux pas être convaincu. Et aujourd'hui, moi, les ETF, j'en suis parfaitement convaincu parce que ça fait 18 ans que je suis dedans, parce que je vois les résultats, parce que j'ai essuyé plusieurs crises financières et que je vois que, quoi qu'il en soit, je m'en suis toujours sorti. Mon patrimoine financier continue de se multiplier. Je sais ce que ça m'apporte, je sais la sécurité que ça m'apporte, je sais la liberté que ça m'apporte, je sais les choses que ça va me permettre de pouvoir faire dans le futur. Et ça m'encourage encore à investir. Et pour le coup, oui, j'intègre vraiment l'impact émotionnel que ça a sur moi aujourd'hui. Donc pour répondre à ta question, je pense que c'est dur d'intégrer l'impact émotionnel tout de suite quand on a intégré intellectuellement la chose. Donc il faut passer à l'action. Et que tout de suite, si on prend l'exemple de la bourse, on va ressentir des émotions quand ça va monter, quand ça va descendre. Et là, à nous de bien intégrer, de choper le feedback, en fait, se dire, OK, est-ce que je suis à l'aise avec ça? Est-ce que je peux mettre plus? Est-ce que faut que je ralentisse parce que j'ai trop mis et je suis pas à l'aise avec mon investissement? Et au fur et à mesure, c'est ce qui va nous permettre de construire vraiment notre conviction et d'aller encore plus loin. J'espère que j'aurai répondu à ta question. Merci en tout cas, Jérôme. Et on a un dernier message de Julien. Julien qui me dit: super podcast, Tony. Franchement, ce qui est dommage, c'est que beaucoup préfèrent attendre que l'État, le système ou quelqu'un d'autre change à leur place. C'est souvent une manière d'éviter de prendre ses responsabilités. Et si rien ne bouge, ils se disent que ce n'est pas de leur faute, vu qu'ils misent sur des choses qu'ils ne contrôlent pas. Au final, c'est tellement plus efficace de se concentrer sur soi-même, même si c'est pas toujours facile, que d'espérer transformer tout un système. Ça me rappelle un gars que je connaissais pendant mes études. Il se plaignait tout le temps que tout est bloqué à cause du gouvernement, et notamment pendant la période du fameux rhume qu'on a eu en 2020, le gros rhume là. Mais je dis plus le mot, hein, ça fait sauter les vidéos. Mais il n'a jamais vraiment essayé de se bouger. Résultat, 5 ans plus tard, il est toujours au même point, alors que d'autres de notre promo ont avancé en bossant sur eux-mêmes et en s'adaptant sans rien attendre du système. Encore bonne année et merci pour tes podcasts toujours inspirants. À très vite. Mais merci à toi, Julien. Effectivement, je crois que c'est ce qu'on fait sur Une vie de liberté depuis des années maintenant. C'est de se dire, OK, j'ai pas toutes les cartes en main. J'ai que le début du plan, et même si j'applique tout mon plan, je suis pas sûr qu'il va marcher, mais j'avance, j'y vais. Et peu importe les gouvernements qu'on a, c'est ça aussi l'avantage d'avoir 43 ans, hein, c'est que moi j'ai connu plusieurs gouvernements. J'ai jamais travaillé sous Chirac, si je dis pas de bêtises, mais j'ai travaillé sous Sarkozy, j'ai travaillé sous Hollande, j'ai travaillé sous Macron. J'ai vu passer tous ces présidents, j'ai vu passer leurs promesses, j'ai vu passer le fait que la dette se creusait. Mais au final, moi, mon patrimoine, il s'est multiplié, pas chaque année, hein, mais par contre, sur quelques années, j'ai fait des multiples et j'ai réussi malgré tout à construire quelque chose. Alors bien sûr, si j'étais parti à Dubaï, à Singapour ou en Andorre, j'aurais peut-être construit plus vite ou pas, j'en sais rien, j'ai pas la réponse. Mais par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai construit quand même malgré ce système-là. Et au final, encore une fois, c'est de changer sa perception, c'est de se dire, OK, en France, peut-être qu'on est hyper taxé, mais d'un autre côté, quand tu vas dans un pays comme ceux que je citais, il n'y a pas de taxes, les entrepreneurs, ils ont les dents longues et les gens avancent, il y a énormément de concurrence. Moi, j'ai l'impression qu'en France, à cause de ça, on n'a pas beaucoup de concurrence. Les gens ont peur, les gens osent pas se lancer, ils sont extrêmement pessimistes. Donc dès qu'on est un petit peu optimiste et dès qu'on se bouge, forcément, on est tout de suite récompensé, j'ai l'impression. Donc j'ai l'impression que malgré le fait qu'on soit énormément taxé, avoir du succès entrepreneurial en France, on a quand même moins de concurrence qu'ailleurs malgré tout. J'essaye toujours de voir le positif dedans. Donc pour moi, ça vaut le coup quand même de se bouger toujours. Et t'iras toujours plus vite que quelqu'un qui fait rien de toute façon. Ça me paraît évident, c'est rien de le dire. Mais voilà, ouais, faites attention à tout ça. Faites attention à la sinistrose. Et quelque chose dont je voulais vous parler, qui pour moi est édifiant et montre vraiment ça, c'est quand vous regardez les discours, tu me parlais de la bonne année à la fin de ton message, Julien, les discours des politiques de bonne année. Regardez, il y a des vidéos sur YouTube qui compilent ces discours-là, mais depuis Pompidou, quoi. Ils commencent toujours leur discours en disant
L'année que nous venons de traverser a été une année de défis, a été une année difficile. Je suis conscience de la souffrance de certains. Et tout le temps, ça commence comme ça. Il n'y a pas un seul discours depuis peut-être 30 ans de vœux du président de fin d'année, des vœux pour le nouvel an, qui commence par quelque chose de positif. Ça n'a pas été... Cette année a été encore une fois incroyable. On a pété tous les scores. L'année prochaine, on se fixe encore des plus grands défis. C'est toujours, cette année a été difficile. La conjoncture est difficile. Et tu dis, ça fait 30 ans que c'est difficile. Alors bon, le podcast va pas durer 3 heures, mais c'est rigolo. J'ai fait une brocante aussi il y a quelques années. Je me souviens que j'avais pris une photo d'un bouquin parce que ça m'avait percuté, un bouquin de Albert Ducrot, Bichette qui est décédé il y a des années maintenant, que je connaissais pas, hein, mais un bouquin qui a été écrit dans les années 80. Et il disait, le bouquin s'appelait 1985-2000, la décennie qui va tout changer. Et il expliquait que il fait des prévisions dans l'arrière du livre. Je l'ai pas lu, hein, c'est juste la couverture. Et il faudrait que je le lise. D'ailleurs, je l'ai toujours, ce bouquin. C'est un vieux bouquin qui devait être de l'époque de la maison de mes parents. Et à l'arrière, c'est marqué « Nous aurons un ordinateur dans notre poche ». Alors en 2000, il s'était un peu raté, mais en 2020, on a un ordinateur dans notre poche. Et il disait « Nous aurons une monnaie aussi solide que l'or et plus rapide que la lumière ». Et ça, c'est Bitcoin, en fait. Donc, cet Albert Ducrot, il avait prédit tout ça. Et le livre a été écrit en 82 ou 83. Et à la fin, c'est marqué « En ces temps compliqués, un livre qui fait du bien ». Un commentaire de journal, quoi. Je me disais, mais c'est fou qu'en 82, aujourd'hui, nous, on regarde ces années comme des années d'essor. Et à l'époque, ils disaient déjà que c'était des années compliquées. Donc, chaque époque a son regard sur l'époque. Si c'est tout le temps compliqué, finalement, c'est tout le temps facile quelque part. Donc, voilà, faut faire attention à la sinistrose. Faut un peu se mettre des œillères parfois, être focus sur ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse, construire sa vision. C'est ce dont on va parler. Quelle belle transition tu m'offres, Julien. Donc voilà, merci à toi en tout cas. Je pense que tu as tout dit dans ton message. Et je vous propose qu'on passe au sujet de la quinzaine. Et le sujet de la quinzaine, justement, ça va être de construire sa vision. C'est quelque chose dont je n'avais pas prévu de vous parler cette semaine-là. Et ça s'est imposé à moi avec le Mastermind Entrepreneuriat. Et je pense que ça va être vraiment chouette. Ça devrait vous plaire. Parce que justement, donc la semaine dernière, on a eu ce Mastermind Entrepreneuriat. Et moi, la conférence que j'ai choisi de présenter, j'ai travaillé sur ce sujet-là, construire un business autour de sa liberté. Parce que j'ai pas toujours été libre. Pour moi, ça a été mal vécu une certaine période de ma vie dans les travaux publics, si vous voyez de quoi je veux parler. Même si, encore une fois, je vais parler que de mon expérience. Je dis pas que j'ai la science infuse. Et encore une fois, j'ai beaucoup de tendresse pour cette période-là aussi de ma vie. Il y a quelque temps, je suis retourné à Lyon pour le boulot et je suis repassé devant mes anciens bureaux qu'on a vendus depuis, quand on a arrêté la société. Et aujourd'hui, ça a complètement changé. Le bâtiment est réhabilité, mais il y a toujours la coque du bâtiment et je vois mon bureau de la rue. Donc, je me suis même arrêté. Je suis rentré dans la cour de ces bureaux-là. Ils n'ont pas dû comprendre parce que c'est une société qui fait complètement autre chose. Et j'ai regardé mon bureau et j'ai toujours énormément de tendresse pour le Tony de cette époque qui a construit le socle de tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui avec 3 bouts de ficelle quelque part à l'époque. Pas parce que ça manquait de moyens, mais parce que je partais de loin, quoi. J'ai l'impression, là-dedans. Niveau mindset, niveau entrepreneuriat, j'étais très bien entouré en famille. Mais niveau investissement, c'était différent et il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur la gestion de l'argent. Parce que voilà, comme chez beaucoup de familles françaises, c'est pas non plus dans la culture d'apprendre à gérer l'argent. La bourse, c'est pas un truc de français. Toutes ces choses-là que j'ai appris depuis ce petit bureau. Donc, j'ai beaucoup de tendresse pour ça, pour cette période-là. Donc, quand j'en parle avec dureté, parfois, et je vais en parler un peu avec dureté, il n'y avait pas que des aspects négatifs, mais il y avait plus de négatifs que de positifs. On était carrément sur un Pareto inversé. C'était pas 80% de bons et 20% de chiants. C'était plutôt 20% de bons et 80% d'un peu chiant. C'est pour ça que j'ai changé. Et on va voir aussi un peu comment j'ai fait a posteriori. C'est ce que j'ai voulu présenter donc dans ce Mastermind Entrepreneuriat.
comment ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avant quand j'ai arrêté mon ancien business et j'ai démarré le nouveau, et comment entreprendre en gardant sa liberté. Et justement, c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain, c'est quelque chose que, a posteriori, je vois comment j'ai fait et je vois certaines actions que j'ai mis en place. Je pensais pas à l'époque qu'elles seraient aussi importantes que ça, qu'elles seraient aussi déterminantes, mais avec le recul, je peux le voir. Et ça, c'est quelque chose, je disais que c'est pas fait du jour au lendemain, et j'ai essayé de vraiment dans ce podcast synthétiser comment j'ai fait, comment j'ai construit les choses pour atteindre cet objectif justement et vivre enfin cette vie avec un business qui soit vraiment au service de ma liberté. Et j'en ai déduit vraiment un socle, une base commune à construire, qui serait vraiment la fondation de tout ça. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et ensuite, 5 piliers à appliquer pour vivre vraiment l'entrepreneuriat en étant aligné avec sa liberté. Alors, pour aujourd'hui, on va laisser ces 5 piliers de côté parce que sinon on va faire un podcast de 3 heures et on va se concentrer sur le socle, sur ce socle à construire. C'est ça dont on va parler. Et ce socle, c'est la vision. C'est vraiment quelle vision je veux pour mon avenir. Et vous allez voir à quel point c'est puissant. Et on va apprendre ensemble, en tout cas, je vais essayer de vous transmettre ce que j'ai fait moi pour construire cette vision. Et pour préparer cette conférence, justement, au Mastermind Entrepreneuriat, je me suis vraiment replongé dans mon passé. C'est rigolo parce que j'avais fait des slides sur mon keynote avec des photos de l'époque, des photos qui datent de 2016, 2017, 2015, où je suis sur mes chantiers. Et franchement, c'est assez drôle parce que ça a fait marrer tout le monde, la tronche que j'avais à l'époque. Je respirais pas le bonheur, quoi, sur les photos. Donc, en général, c'était aussi... il y avait quelques selfies que j'envoyais à des potes pour les faire marrer. Quand vraiment... j'avais des situations de merde à l'époque, dire regarde dans quoi je suis, dans quel merdier je me suis fourré. Notamment, j'ai partagé les photos d'une journée où on devait finir un bassin de rétention, où mes gars avaient essayé de m'arnaquer à l'époque sur les délais, et je les avais aidés. En fait, j'allais mettre mes chaussures de sécurité, enlever ma veste, et je les ai aidés à faire le bassin toute cet après-midi-là. Et finalement, en quelques heures, c'était terminé. Donc, j'avais pris des photos de cette journée-là que j'ai partagées, mais c'était assez drôle. Et du coup, je me disais, je me suis replongé dans mon passé, et je me souviens qu'à l'époque, c'était flou pour moi. J'étais dans cette spirale de ce métier qui me prenait tout mon temps, et je savais pas vraiment, j'ai l'impression de pas savoir vraiment ce que je voulais pour ma vie, mais j'ai d'abord commencé par savoir ce que je voulais plus, et je savais ce que je voulais plus. Et donc, pour rappel, dans ma vie d'avant, j'étais entrepreneur de travaux publics et je faisais un petit peu tout. J'avais toutes les casquettes. J'avais la casquette du chef d'entreprise, j'avais la casquette du directeur du personnel, du deviseur, du conducteur de travaux. C'est une petite PME de province, comme il y en a des centaines et des milliers, où le dirigeant fait un petit peu tout. Et tout ce que je voulais plus, justement, c'était toutes ces choses-là. Le fait que ce soit chronophage, c'est un métier où tu dois être le premier au bureau le matin, et tu dois être le dernier parti, tu dois être présent sur place tout le temps. Il y avait des clients qui étaient extrêmement exigeants, et j'ai l'impression que moins tu vends une prestation chère, moins elle est respectée, et finalement, plus tes clients sont exigeants. J'en parlais avec un copain qui vend des voitures de luxe, et qui me disait, quand je vends une Porsche qui a 100 000 km et 15 ans, parfois le client est plus exigeant que quand je lui vends une Lamborghini Aventador à 400 000 euros, où il est même moins pénible, plus les montants sont élevés. J'ai l'impression que j'avais un peu cet effet-là, des fois, dans les travaux publics. Il y avait le fait de manager des salariés, c'est quelque chose que je voulais plus. Même si, à une époque, j'ai quand même aimé ça. C'est pour ça que, je le redis encore une fois, mais dans ce podcast, je vous livre ma vision. Bien entendu, si vous avez envie de créer de l'emploi, et on en parlera tout à l'heure, et de manager des salariés, c'est parfaitement OK. Moi, je sais que j'ai juste fait mon temps, je l'ai fait pendant 12 ans et c'était super, mais aujourd'hui, j'en ai plus envie. Il y avait des charges importantes, bien entendu, c'est pas des métiers avec une scalabilité énorme. Si vous voulez faire plus de chantiers, il faut plus de pelleteuses, plus de camions, plus de personnel, plus de tuyaux, et ça coûte plus cher. Même si on fait plus de marge, il y a beaucoup de dépenses à mettre en œuvre tout de suite avant de récolter l'argent. Et la croissance se finance et c'est assez compliqué. Je le disais, ce manque de scalabilité, l'obligation de présence sur place, et par-dessus tout, je manquais malheureusement de passion pour ce métier. J'avais un copain que je voyais sur Lyon, qui était copain et concurrent, qui lui était passionné et il arrivait à développer sa boîte bien plus que moi, mais parce qu'il aimait ça. Mais j'avais l'impression d'être sur mon bon chemin, et je me revois en 2016, après que j'ai eu mon souci de santé, j'ai fait des hernies cervicales en même temps que mon deuxième burn-out, c'était un régal à cette époque, et j'étais sorti du bureau au mois de juin.
ça commençait d'aller mieux, hein. J'étais sorti du burn-out, les hernies, c'était vraiment en phase de guérison. Mais je me disais, bah, c'est ça la vie d'un entrepreneur, quoi. C'est no pain, no gain. Faut charbonner, faut tout donner, quoi. Hustle, hustle, hustle. Et pourtant, au fond de moi, je me disais, mais ce que j'ai toujours voulu, quelque part, c'est de la liberté. Et est-ce que je l'ai vraiment? Et je me suis vraiment posé cette question. J'ai eu un peu ce déclic de me dire, est-ce que c'est ça que je veux? En fait, la réponse, c'était non. C'était pas ça. Je savais pas vraiment ce que je voulais pour ma vie à l'époque. J'étais vraiment perdu, mais je savais déjà ce que je voulais plus. Tout ce que je viens de vous énoncer. Et ça, c'était déjà mon point de départ. Et à ce moment-là, je pense que finalement, sans me rendre compte de tout ça, j'ai mis mon cerveau au travail, en tâche de fond, pour commencer à construire cette vision. Et je m'en rends pas compte, mais avec le recul, j'ai mis pas mal d'actions en place, dont on va parler dans ce podcast, un peu maladroitement au départ, et puis de plus en plus finement avec le temps, ma vision, elle s'est affinée, elle s'est vraiment construite. Aujourd'hui, ma vision, elle est forte, je sais ce que je veux, je sais où je vais, même si c'est parfois une vision qui évolue, on en parlera, il faut l'accepter, mais c'est ma boussole aujourd'hui, ma vision, c'est ma boussole pour tous mes projets. Et c'est ce dont je me suis rendu compte aussi au mastermind, en discutant avec des entrepreneurs. Le dernier jour, on a fait une table ronde où chaque entrepreneur pouvait poser sa question, chaque participant, et on lui répondait. Et on a eu Seb, je te salue, mon petit Seb, qui justement me disait, j'ai envie de scaler mon business, mais est-ce que je dois prendre des salariés? Est-ce que je dois le scaler d'une autre façon? Et je lui ai dit, c'est quoi ta vision en fait? T'as envie de quoi? Et il a un peu séché, il me dit, en fait, j'en sais rien. Et ben voilà, tant que tu sais pas, et c'est pas grave, ça arrive, c'est normal, moi aussi ça m'est arrivé, et je dis pas que parfois ça m'arrive pas encore sur certaines choses dans le business, mais c'est une super façon, je trouve, au lieu de le voir comme quelque chose de chiant, de se poser à une table et de décrire le futur qu'on veut construire. Et voilà, et Seb, il avait du mal à savoir exactement la direction qu'il voulait donner à sa boîte. Donc, comment savoir si tu dois prendre des salariés, si tu dois scaler d'une autre façon, avec pourquoi pas de la formation, il est informaticien, ou avec un logiciel SaaS aux entreprises, des choses qui peuvent te permettre de scaler ton business sans passer plus de temps. Et c'est ça, hein, entreprendre en étant libre, c'est arriver à scaler son business, à détacher le temps qu'on passe des revenus qu'on gagne. C'est comme ça qu'on va chercher plus loin quand on entreprend tout seul. Mais voilà, et je me suis dit, c'était pas un cas isolé, Seb, et moi c'était mon cas aussi par le passé. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui manquent de vision sur leur business et c'est pas facile, notamment quand on a la tête dans le guidon en permanence dans son boulot. C'est hyper dur. C'est pour ça que moi j'adore tellement marcher parce que j'ai l'impression que c'est là que me viennent les idées et c'est là où je sors ma tête du guidon et que je vois toutes les directions qu'on peut prendre avec le business. Et finalement, c'est hyper important de savoir où on va pour avancer. Ça me paraît logique et c'est beaucoup là que ça bloque. Et on a aussi un biais qui nous pousse parfois à aller chercher toujours plus loin. Quand on regarde Instagram, par exemple, c'est aussi pour ça que je vous invite des fois à réduire un peu votre consommation d'Insta, parce que tu vois des mecs qui cartonnent, tu vois des mecs qui sont souvent plus jeunes que toi, qui réussissent 10, 20 fois plus que toi. Parfois, ce qu'ils montrent, et moi, pour avoir vu l'envers du décor avec certains infopreneurs, c'est du décor de cinéma, il n'y a rien du tout derrière, ou c'est des gens qui ont la chance de gagner très bien leur vie à un moment et qui font n'importe quoi avec l'argent, qui dépensent tout, qui vivent au-dessus de leurs moyens. Donc, ne vous faites pas avoir avec tout ça. Et si vous avez... on va parler des motivations, hein, il y en a 4, hein, quelles sont les 4 motivations qu'on peut avoir pour sa vision. Si vous êtes en accord avec votre vision, à ce moment-là, laissez les gens vivre leur vie, mais je peux comprendre que parfois, quand on allume Instagram, on peut avoir l'impression de stagner parce qu'on voit des gens qui font toujours mieux, toujours plus loin, toujours plus grand. Donc, faut faire attention à ça. Faut vraiment y faire attention. Et ce qu'on voit sur les réseaux, c'est aussi biaisé. Et si toi, tu définis pas clairement ce que tu veux, soit tu avances à l'aveugle, soit tu risques de courir après des chimères, après le rêve de quelqu'un d'autre, finalement. Donc, c'est là où il faut faire attention. Et c'est exactement ce qui m'arrivait, je pense, à cette époque. C'est que je courais aussi après les mauvais objectifs. Et je pensais courir après les bons, mais je faisais fausse route, à mon avis. Je voulais de l'argent, par exemple, et j'en gagnais avec mon boulot. J'en gagnais même bien, mais à quel prix, quoi? Au prix de journées interminables, au prix de ma santé. Et finalement, quand je vois mes revenus aujourd'hui, j'en gagnais vraiment pas tant que ça, quoi. Parce que je gagne bien mieux ma vie aujourd'hui, et c'est sans commune mesure qu'à l'époque des travaux publics, où pourtant je la gagnais bien, donc comme quoi tout est relatif. Mais je voyais pas d'autre issue. Je me disais, mais tu peux pas gagner de l'argent autrement et plus que ce que tu fais là. Eh ben si,
pourtant. Eh ben si, mais j'avais pas mis mon cerveau au travail au bon endroit. Et je voulais de la liberté. Et j'avais l'impression de l'avoir d'une certaine façon parce qu'une fois que j'avais lancé mes équipes, j'étais libre de circuler autour de Lyon, d'aller faire mes visites IMO aussi, d'aller voir mes chantiers dans tous les sens que je voulais, d'écouter ma radio dans la voiture. J'étais pas avec un patron qui me pose des dossiers, qui me donne des ordres, comme moi j'avais l'image de l'esclavage un peu, quoi. Et attention, hein, no offense à personne, hein, mais voilà, moi c'était vraiment le sentiment que j'avais. Et là, je me sentais libre parce que je pouvais prendre ma voiture le matin, aller faire le tour de mes chantiers. Je me sentais libre. Mais finalement, je l'étais pas tant que ça, en fait. Et je pense même que je passais complètement à côté de la liberté. Pour moi, ok, j'étais patron, mais j'étais un peu esclave parce que à l'époque, je prenais 3 950 € par mois de salaire, pour la partie salaire. Après, bon, j'avais un peu de dividendes en fin d'année, mais et je me mettais aussi des frais kilométriques, bien entendu. Comme j'avais des voitures explosées, tous les entrepreneurs connaissent cette technique, hein, rouler avec la voiture la plus pourrie possible, enfin pourrie, qui fasse encore chef d'entreprise. Moi, j'avais choisi la Citroën DS5, premier modèle avec la boîte Tiptronic, la 110 chevaux. Ça faisait illusion d'extérieur, ça faisait chef d'entreprise, mais je l'avais payé 11 000 €. Et c'était très bien. Et donc, je faisais du bénéf avec mes frais kilométriques. Tous les entrepreneurs savent ça, hein, de garder une voiture modeste et de l'amener jusqu'au bout, ça permet de faire des frais. Mais même quand on avait mis le salaire plus le bénéfice des frais kilométriques à côté, finalement, je gagnais peut-être seulement 1,5 fois plus que mon meilleur salarié. Le plus payé de mes salariés prenait un peu plus de 3 000. Donc tu te dis, est-ce que le deal, il est bon, quoi? Et qui c'est l'esclave au final? Donc voilà, donc j'ai dû revoir ma vision à ce moment-là pour réorienter ma vie et mes choix, même sans savoir si j'allais y arriver. Mais déjà, avant de savoir si ça marche, voilà, il faut croire pour voir, hein, vous le savez. Donc il fallait déjà que j'y croie et que je réoriente ma vision. Et c'est ce socle, cette vision. C'est ce socle qu'on va construire. Et pour ça, la première question à se poser, et ça, ce sera la première vraie partie du podcast, la première question à se poser, c'est la suivante. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Et ça, c'est vraiment important. Et si tu sais pas ce que tu veux, tu risques de passer ta vie à courir après les rêves des autres ou après des chimères. Donc, il faut y faire vraiment attention. Et j'ai identifié, à mon sens en tout cas, 4 grandes motivations qu'on peut avoir pour sa vision, avec à la fin une petite nuance à intégrer. Pour moi, la première grande motivation qu'on peut avoir pour sa vision, c'est l'argent. Voilà. Est-ce que je veux de l'argent? Est-ce que j'en veux un peu? Est-ce que j'en veux beaucoup? Est-ce que j'en veux à la folie? Est-ce que je veux des millions? Est-ce que j'en veux passionnément? Ça, c'est important. Où est mon curseur? Et là, il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que ce que je veux, c'est vivre tranquillement, avoir juste assez pour être tranquille? Est-ce que je veux pouvoir faire les courses sans regarder les prix? Est-ce que je veux vivre très confortablement? Est-ce que je veux pouvoir voyager? Est-ce que j'ai même envie de pouvoir voyager mais partir en business? Est-ce que je veux sécuriser mon avenir? Est-ce que je veux devenir riche? Ça, c'est hyper important de répondre à cette question. Et encore une fois, vous allez voir, hein, pour ces 4 motivations que j'ai trouvées pour construire sa vision, ce que je veux, c'est que vous soyez honnête. Et je vous en parlerai tout à l'heure parce que moi, je vous parlerai un petit peu du minimalisme tout à l'heure, mais voilà, il faut être honnête avec son envie de gagner de l'argent. Si vous vous dites, je veux en gagner juste suffisamment, allez, 2 000 - 3 000 € par mois de revenus passifs pour pouvoir vivre de ma liberté et après je m'arrête, alors qu'en fait, au fond de vous, vous savez que vous voulez 10 000 et que vous voulez pouvoir partir en voyage et vous voulez faire plein de choses, vous êtes pas honnête. Et à contrario, si vous vous fixez 10 000 € par mois, alors que toute votre vie, vous avez gagné 3 000 €, que vous êtes heureux avec ça, et que vous vous dites, ouais, mais ça sera chouette, et que, en fait, vous savez que finalement, en fait, ce que vous voulez, c'est surtout la liberté, et on va en parler, ça fait partie des piliers, voilà, à quoi ça sert d'aller travailler d'arrache-pied, d'aller encore accumuler des choses pour courir après quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance pour vous. Donc l'idée, c'est déjà d'être honnête. Et moi, je vous partagerai à la fin ma vision des choses. Donc le premier pilier, c'est l'argent. Être honnête vis-à-vis de l'argent qu'on veut gagner, pour moi. Le deuxième, c'est le statut social. Est-ce que vous avez envie de reconnaissance? Est-ce que vous avez envie de statut social? Et là, il faut, encore une fois, pareil, être honnête avec ça. Parce que la plupart des gens vont répondre « Non, non, moi, je m'en fous. Je veux pas le statut. » Parce que ça fait bien de répondre ça. Ça fait genre « J'ai pas d'ego. » Mais c'est pas grave de vouloir du statut social. Moi, à cette époque-là, je pense que je me trompais. Je pense que j'étais
je l'ai fait uniquement par ego, parce que voilà, quand on a 35 salariés et qu'on arrive quelque part, oui, j'ai une boîte, j'ai 35 salariés, tout de suite, ça assoit tout le monde, ça donne un statut social. Alors qu'aujourd'hui, si j'arrive quelque part et je dis oui, je suis youtubeur, j'ai 43 ans et je fais des podcasts comme Cyprien. Alors, ce qui est le plus dur quand on va en cours, c'est les profs. Je sais qu'il y en a qui peuvent avoir cette vision, donc moi, ça me fait sourire. Mais forcément, niveau statut social, pour certains, ça peut être beaucoup moins. Mais ça s'inverse aussi, parce que quand tu commences à avoir peut-être 10 000 abonnés sur YouTube ou 10 000 abonnés sur Instagram, là, c'est du statut social. C'est vraiment de la social proof. Moi, je l'ai déjà vu quand des gens ils me disent, qui me connaissent pas, ils me disent, attends, c'est quoi ton Insta? Je dis, ça s'appelle Une vie de liberté, va voir. Et qui voient 10K, bam, d'un coup, ils disent, ah ouais, putain, le mec est sérieux. Alors qu'en fait, limite, tu peux même les acheter. Alors, j'ai jamais fait ce genre de truc, hein. Mais tu pourrais même les acheter, les followers. Alors, ça se voit quand même quand tu les achètes. Mais au final, ça reflète pas ton niveau social, ça reflète pas ton argent. C'est juste que c'est une preuve sociale quelque part. Et c'est une preuve sociale, donc comme peut être chef d'entreprise. L'idée, c'est est-ce que dans tes motivations, dans ta vision, tu as envie d'être reconnu, d'être perçu comme un patron, par exemple, ou comme une référence dans ton domaine. Qu'est-ce qui est important pour toi? Moi, je sais que à l'époque, je le disais pour des raisons d'ego. Aujourd'hui, je crois vraiment que le statut, je m'en fous un peu. Je pense que je m'en fous un peu. Voilà, j'essaye d'être honnête là-dessus, mais forcément que, en tout cas, sur celui d'avoir des salariés, d'avoir une grosse société, tout ça, je m'en fous complètement. Par contre, d'impacter le monde, et vous le verrez, ça sera encore autre chose. Là, pour moi, c'est important. Mais vraiment sur le statut en lui-même, je fais vraiment aujourd'hui les choses pour moi, et pour moi, ça n'a pas d'importance. Quand je dis, j'essaie d'être honnête, là, je vois qu'on est en train de faire construire des beaux bureaux. Quelque part, ça, c'est une preuve sociale. Je sais que ça me fait plaisir pour moi, mais ça va aussi me servir forcément quand on va recevoir des clients, des partenaires. Quand tu débarques dans des beaux bureaux, ça assoit aussi ton statut social en montrant que la boîte fonctionne, que tu es un partenaire sur qui on peut faire confiance, grosso modo qu'il y a de l'oseille derrière et que c'est pas juste un château de cartes. Donc là-dessus, par contre, autant le statut d'avoir des salariés, je m'en fous, autant le statut qui peut permettre à ma boîte d'être pérenne et de montrer que ça fonctionne, celui-là, pour moi, c'est aussi quand même important. Et ces deux premières armes, justement, c'est pas des armes, mais ces deux premières motivations, ça peut quand même, hein. Elles sont aussi à double tranchant. C'est pour ça qu'il faut y faire extrêmement attention. C'est que on peut le faire pour soi et on peut le faire pour les autres. Vouloir beaucoup d'argent pour soi parce que on sent que ça va nous sécuriser, que ça va nous apporter de la liberté, que ça va nous permettre de voyager, c'est bien. Vouloir beaucoup d'argent parce qu'on veut une Ferrari pour impressionner le voisin, on est encore en train de réagir en fonction des autres. Moi, je le vois je parlais des bureaux tout à l'heure. C'est un rêve de gamin d'avoir des bureaux où ça fait un peu garage de voiture, garçonnière, on va pouvoir avoir nos copains qui vont venir organiser nos séminaires, avoir un vrai lieu de vie, on va pouvoir tourner des vlogs, des formations. C'est trop bien. Bien sûr, le deuxième effet, j'en parlais tout à l'heure, c'est que oui, niveau statut, forcément, même quand je pense qu'on va le mettre sur YouTube ou qu'on va avoir des réels qui vont être tournés dans les bureaux, ça va apporter quelque chose, ça va montrer que c'est sérieux. Mais pour autant, on le fait d'abord pour nous, parce que ça nous fait kiffer. Donc c'est ça qui est très important, c'est de bien l'identifier et d'être, encore une fois, honnête avec ça. Le but, c'est pas de juger, c'est d'être honnête. Et quelqu'un qui me dirait, le statut pour moi, c'est important, je veux une boîte avec 10 salariés, je veux une Mercedes et une Rolex parce que j'ai besoin qu'on me reconnaisse, parce que ça va me permettre d'aller chercher plus de marché. Je suis OK avec ça. Si j'ai juste besoin qu'on me reconnaisse, là, ça peut être un problème de confiance et on en parlera tout à l'heure dans le sentiment de sécurité. Bon, il vaut mieux travailler sa confiance en soi et s'offrir sa propre légitimité que d'aller la chercher dans le regard des autres quand même. Mais voilà pourquoi ces deux premières motivations, elles peuvent être à double tranchant. La troisième, c'est la liberté, pour moi. Et ça, c'est hyper important. La liberté, elle peut avoir plusieurs degrés. Ça peut être juste j'ai envie de pouvoir organiser mes journées comme je le faisais quand j'étais dans les travaux publics. Et ça, c'est de la liberté qui peut suffire pour la plupart des gens, pour beaucoup de gens. Moi, c'était plus que ça. Je voulais pouvoir travailler d'où je voulais. Je voulais bien sûr pas avoir de patron. Je voulais pas avoir d'horaire fixe. Je voulais pouvoir organiser ma vie comme je veux. Je voulais vraiment avoir ce sentiment, en tout cas, de liberté totale. Et je le disais, il existe vraiment plusieurs formes de liberté.
c'est est-ce que pour vous c'est important? Est-ce que vous êtes OK par exemple pour être salarié, mais vous voulez avoir de la liberté dans votre poste? Ça va être vraiment très important. Ou est-ce que pour vous, ça peut aussi, pourquoi pas, hein. Si vous êtes sur ce podcast, je pense que c'est quelque chose qui vous parle. Moi, j'ai du mal à vous dire que la liberté, c'est pas important. Mais encore une fois, il n'y a pas de jugement, c'est propre à chacun. Mais ça peut nourrir ça. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui va nourrir votre vision. Et encore une fois, la liberté, c'est pas de faire tout ce qu'on veut, mais c'est de ne rien faire de ce qu'on ne veut pas. Ça, c'est une punchline que j'aime bien. Et si vous êtes salarié, vous avez décidé de rester salarié, c'est vraiment très bien. Mais votre liberté, ça peut être tout simplement ça. Pas forcément de faire un job où vous faites tout ce que vous voulez dedans parce que vous avez un patron, parce qu'il y a un cadre, mais plutôt d'avoir un job où vous faites des choses qui vous plaisent, vous ne faites rien de ce que vous voulez pas faire. Donc ça peut vous aider à construire votre liberté. Et le 4e point, c'est l'impact. Et ça va être important. C'est à pas confondre avec le statut, même si ça peut être un peu relié. C'est là où je vous disais que moi, le statut, c'est pas ce qui est important. Mais pour moi, aujourd'hui, l'impact est quand même important. C'est d'avoir de l'impact sur les autres. Ça a démarré de ça. Moi, à l'époque, j'ai tellement souffert dans mon passé, dans les travaux publics, que je me dis, s'il y a des gens qui souffrent, qui sont pas bien dans leur boulot, je pense que je peux les aider, je pense que je peux leur apporter vraiment quelque chose, leur montrer que c'est possible, les inspirer sur le fait que il y a un après, même si tu as un boulot qui a été difficile, même si tu as fait un burn-out, même si tu as été fatigué, tu peux construire quelque chose, tu peux le construire dans l'entrepreneuriat, tu peux le construire en étant salarié. Le tout, c'est que tu peux construire une vision, tu peux rêver de mieux. Et ben ça, c'est mon impact, c'est de pouvoir aider les autres. J'aurais pas la prétention de dire changer le monde quand même, mais en tout cas, à mon échelle, faire ma part, ça, c'était important pour moi. Transmettre un savoir, laisser une trace. Pour certaines personnes, ça peut être avoir une boîte qui continue après eux, qui vont transmettre. Ça peut être écrire un livre, ça peut créer un mouvement, quelque chose. Ça peut être faire de l'immobilier, construire des immeubles, construire des lotissements. Toutes ces choses-là. Et là aussi, ça va être important dans ta vision. Est-ce que tu vas avoir de l'impact? Donc, combien tu veux d'argent, combien tu veux gagner? Est-ce que tu es motivé par le statut social? Est-ce que tu es motivé par la liberté? Est-ce que tu es motivé par l'impact? Ça va être très important. Moi, je sais que, ouais, voilà, je vous le disais, pour moi, le statut était moins important que l'impact, par exemple. Et pour la nuance que je voulais rajouter, c'est ce paradoxe justement de la sécurité. Il y a des gens qui vont me dire, mais Tony, moi, ce que je cherche dans ma vision, c'est de la sécurité. Et ça, tu l'as pas marqué. Il y a certaines personnes qui s'en foutent d'être riches, ils veulent juste se sentir à l'abri financièrement et en sécurité. Et pour moi, c'est pas une des motivations à proprement parler parce que cette sécurité-là, c'est comme, si tu veux, le statut social pour briller dans le regard de l'autre, c'est que pour moi, ça cache souvent, le plus souvent, du manque de confiance en soi, de l'insécurité, du manque de légitimité. Et ça peut venir que de l'intérieur. Et ce sentiment de sécurité-là, il peut venir aussi que de l'intérieur. Et la plupart du temps, il dépend pas de l'argent qu'on gagne, il dépend de la confiance qu'on a en soi et surtout de se dire, quoi qu'il arrive, je sais que je rebondirai. Donc, si tu me dis, Tony, t'as pas marqué la sécurité, je t'invite vraiment à te dire, ok, c'est pas non plus une des motivations de ma vision, mais par contre, elle m'indique que je dois travailler sur ma légitimité, sur ma confiance en moi, pour vraiment construire ce sentiment de sécurité. Bien sûr qu'il y aura une partie de la sécurité qui te sera apportée par l'argent. Mais moi, j'ai coaché des entrepreneurs qui étaient multimillionnaires, au-delà de 5 millions d'euros, qui ne se sentaient pas encore en sécurité financière. Et quand on est là, c'est pas une question d'argent, c'est une question que dans ta tête, t'as pas fait le switch, t'as pas assez confiance en toi, ou t'as pas assez confiance en ce que t'as construit, ou tu te sens pas légitime, qui fait que t'en as besoin de toujours plus. Donc voilà, ça c'est vraiment une nuance que je voulais apporter. Et vraiment pour synthétiser sur mon cas personnel, quand j'ai fini les travaux publics, ce que je voulais par-dessus tout, le plus important, c'était vivre libre. C'était ça pour moi. C'est plus important avant l'argent. Je voulais être libre. Ça, c'était le plus important. Pouvoir organiser mes journées comme je veux, pas de patron, pas de salarié, pas de charges importantes, un train de vie bas pour justement ne pas être dépendant, ne pas me sentir oppressé, ne pas être dépendant de mon train de vie. C'était le plus important pour moi. Et au début, c'est une des erreurs que j'ai faites, c'était de me dire, l'argent était moins important. Mais au final, je me suis rendu compte avec le temps que je voulais la liberté financière, mais pas une liberté financière éco-plus non plus, quoi. Un truc trop ric-rac à 2 000 à 3 000 euros par mois. Quand j'ai pris ma liberté financière, j'avais à peu près 4 000 euros de cash flow.
Et je me suis rendu compte que par rapport aux ambitions que j'avais, je voulais plus que ça. Je vais vous en parler aussi. Le statut, je pense que je m'en foutais vraiment. J'avais 35 salariés. Sur le papier, c'est ce que je dis, ça en jetait, mais ça me rendait pas plus heureux. C'était pas un gage de réussite et je gagnais moins bien ma vie que maintenant. Et j'ai réalisé que ce que je voulais vraiment aussi, c'était aider des gens. J'avais ça dans ma vision, de pouvoir transmettre, de pouvoir aider des gens qui, comme moi, avaient été malheureux à un moment dans leur vie et voulaient autre chose. Et l'important, encore une fois, ça va être d'être vraiment honnête avec soi-même et de se dire, OK, si je veux beaucoup d'argent, si je veux devenir multimillionnaire, je l'écris parce que c'est important pour moi, parce que je sens que c'est ce que j'ai besoin d'accomplir dans ma vie. Si je veux une boîte avec 50 salariés, si je veux créer de l'emploi et que c'est important pour moi parce que c'est dans mes valeurs, il faut le dire. C'est pas parce que Tony il veut plus de salariés que c'est pas bien. Encore une fois, il y a aucun jugement. Le tout, c'est d'être honnête avec soi. Et je vais vous dire pourquoi c'est important, parce que moi, je pense que j'ai été un peu hypocrite à un moment sur l'argent, en me disant je veux la liberté, l'argent est moins important, alors que je savais au fond de moi que pour certaines choses, je suis plutôt minimaliste. J'ai un seul ordi, un seul téléphone qui me sert de caméra, un seul enregistreur, un seul micro de podcast. J'en ai pas toute une ribambelle. J'ai les mêmes lumières que j'utilise depuis 3 ans. Je suis assez minimaliste sur tout ça. J'ai une maison que j'adore parce elle est magnifique et elle est en face des montagnes et c'est très beau. Pour autant, j'ai une maison de 115 mètres carrés. J'ai pas une maison de 300 mètres carrés. Je rêve pas de ça parce que pour moi, ça m'emprisonnerait plus que ça me libérerait. Je suis vraiment en accord avec tout ça. Et pourtant, je veux pas une liberté financière éco plus, je disais, parce que voilà, j'aime bien voyager, ça coûte cher, partir au Japon. J'aime les voitures de sport aussi et je savais que j'aimais ça. Et il y a un moment de ma vie où je me suis dit, OK, j'aime les voitures, j'en profite quand je les regarde, mais j'ai pas besoin d'en posséder. Et là, j'étais un peu hypocrite parce que je me disais, la vraie question derrière, c'était surtout, est-ce que je suis capable de gagner assez d'argent pour assouvir cette passion-là? Et je savais que ça m'inquiétait. Et je préférais croire que j'étais minimaliste avec les voitures de sport et que j'en voulais pas, plutôt que de me challenger et d'assumer le fait que je voulais, mais que je savais pas comment atteindre ça, comment pouvoir me l'offrir. Ou en tout cas, j'avais peur que ça mette en danger ma liberté financière. Donc, j'ai été un petit peu hypocrite. Et ça, c'est hyper important d'être honnête avec soi. Pareil, si tu te dis que tu veux la liberté, mais qu'une fois libre, tu continues de bosser comme un acharné, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que tu n'es pas en train de te mentir? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et c'est aussi pour ça que ma vision, moi, elle s'équilibre. Je pense que, je disais, le statut, c'est pas une motivation vraiment principale. Bien sûr que ça fait plaisir des fois d'avoir un Insta à 10 000 abonnés. Quand je vais chez le banquier, que je lui dis que je fais des vidéos sur YouTube, quand je lui montre l'Insta à 10 000 abonnés, c'est un gage de sérieux, ce statut-là. C'est un gage de montrer que ce que je fais, ça fonctionne, au-delà de ce qui rentre sur les comptes. Même quand je suis marchand de biens, quand je vais voir mon notaire, il est intervenu sur certains de nos séminaires. Le fait qu'il y ait une communauté derrière, qu'il y ait des chaînes YouTube avec des abonnés, il vient bien plus vite que si on avait 3 ou 4 abonnés et qu'on faisait pas ça de façon régulière. Bien entendu, c'est important. Mais voilà, l'idée c'est d'être honnête avec soi. Mais en tout cas, le statut, c'était pas ce qui était le plus important pour moi. Par contre, je me suis rendu compte que impacter les autres, ça c'était important. Et au final, c'est aussi pour ça que j'ai créé, j'en suis à mon 3e podcast, que j'ai créé ces 3 podcasts, parce que j'avais envie d'impacter dans différents domaines. J'avais plein de choses à faire. Et bien sûr, des fois, ça a été au détriment de ma liberté. Parce que pour moi, c'est les 3 choses qui sont importantes. Bien sûr, la liberté, c'est au-dessus de tout. Et quand j'enregistre ces podcasts, je me sens pas oppressé. Je suis libre de le faire. Ce qui était important, c'était d'impacter le monde et aussi, bien entendu, de gagner de l'argent. Donc voilà un peu comment s'est construit ma vision. Mais l'idée, c'est d'être encore une fois honnête avec soi-même, se poser les questions honnêtement de qu'est-ce que je veux, combien je veux d'argent, qu'est-ce que je suis prêt à accepter en termes de liberté, qu'est-ce que je suis prêt à accepter en termes de statut. Ça va être vraiment important. Et quel impact je veux apporter? Est-ce que j'ai envie d'avoir de l'impact? Et ensuite, le 2e point, ça va être le prix à payer. Maintenant que j'ai défini ma vision, maintenant que je sais ce que je veux, la question à se poser, c'est et de se dire, c'est que tout objectif, toute vision, elle a un prix. Et est-ce que je suis prêt à payer ce prix-là? Et je peux vous donner des exemples concrets, mais si par exemple tu veux le statut, tu as envie d'avoir une boîte avec 35 salariés, comme j'ai eu à l'époque, le prix de tout ça, c'est accepter d'avoir des salariés, accepter de les manager, accepter d'avoir des responsabilités, accepter d'avoir du stress
souvent en continu, accepter de passer beaucoup de temps au bureau. Et là, je parle aussi pour mon expérience, et là où ça devient dangereux, c'est qu'il ne faut pas oublier les sacrifices invisibles qu'il peut y avoir derrière tout ça. Et ça, c'est important. Moi, le statut, à l'époque, je pensais que c'était important. J'étais très fier de dire que j'avais 35 salariés. Et les sacrifices invisibles que j'ai pas vus, c'est quand mon premier enfant est né, par exemple. Là, les 11 jours de paternité, je les ai pas vus, hein. J'étais sur le chantier le lendemain. Et aujourd'hui, je dirais pas que j'ai des regrets parce que je me suis bien rattrapé par la suite. Et ça a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui et tout ce que j'ai construit derrière. C'est facile de dire qu'on pourrait changer les trucs, mais il y a l'effet papillon et on ne sait pas ce que ça aurait fait derrière. Donc, ça s'est juste fait comme ça. Je sais qu'aujourd'hui, ben voilà, quand ma première fille est née, ben j'ai pas pris mes 11 jours et j'étais dans le no pain, no gain et c'était même presque une fierté de pas prendre ces 11 jours et de retourner au boulot. Et aujourd'hui, avec le recul, je réalise que ma place, elle n'était pas là. J'aurais dû être auprès de mon enfant et heureusement, avec le temps, j'ai rééquilibré tout ça. Mais ne pas oublier que avec le statut, parfois, il peut y avoir des prix à payer qui sont cachés, dont on se rend pas compte tout de suite. Si par exemple tu veux la liberté, ben ça va être aussi accepter que le prix à payer, ce sera parfois de dire non à certains projets qui peuvent être parfois lucratifs. Moi, on m'a proposé un dossier de 20 maisons à construire qui était vraiment très intéressant financièrement. Mais ce dossier, il allait me prendre quasiment 1 an à surveiller le chantier, être là tout le temps, de prendre des gros risques financiers, peut-être pour gagner beaucoup, mais j'allais complètement sacrifier ma liberté. Donc, bah voilà, pour ma vision, pour le côté je veux avoir plus d'argent, le prix à payer, si ça avait été celui-là, c'était non. Si c'est le prix à payer de ma liberté, c'est pas la peine. On parlait tout à l'heure de l'argent, est-ce que accepter de travailler hyper dur, moi si j'avais persisté dans mon ancien métier, au rythme où je gagnais l'argent, finalement, j'aurais atteint mes objectifs à 70 ans. Et est-ce que c'est à 70 ans que j'ai envie de profiter de la vie? Non. Donc, l'idée, c'est de trouver des solutions et d'être malin. Et c'est aussi comme ça que notre vision va nous aider. Parce que moi, j'avais aucune idée quand j'ai arrêté mon ancien métier. Je me disais, bon, j'ai vu le marchand de biens en premier, je savais que j'arriverais à en vivre, mais au début, je rêvais petit. Je m'étais dit, je vais faire 1 ou 2 opérations par an pour me permettre de gagner même pas le même salaire qu'avant, moins qu'avant. Parce que j'imaginais pas que ça pouvait me permettre de gagner plus qu'avant. Et en fait, c'est en acceptant d'avoir cette vision, de rêver, d'y croire, que finalement j'ai fait les premières OP, les deuxièmes, les troisièmes. Aujourd'hui, on est presque à 20 opérations de marchands de biens en 5 ans. Et c'est énorme ce qui s'est passé. Mais voilà, notre vision, elle va nous aider à penser en dehors de la boîte et à trouver d'autres chemins. Et pareil, si tu veux l'impact, le prix à payer, ça va être de te mettre en avant, par exemple. Ça va être compliqué d'avoir de l'impact si tu te caches. Alors aujourd'hui, avec les podcasts, on peut mettre que la voix, c'est intéressant. Mais si c'est ça dont tu as envie, et tu peux avoir de l'impact avec ton entreprise, mais il y a un moment où il faudra faire des sacrifices et il y aura un prix à payer. C'est ce que je veux dire. Et est-ce que tu es OK avec le fait de payer ce prix? Et il faut surtout pas que le prix que tu payes aujourd'hui, ne soit pas un regret demain, ce que je veux dire. Et l'idée, c'est de faire des boucles, finalement, entre notre vision, la vision qu'on a, le prix à payer, ou en tout cas qu'on imagine à payer, qu'on imagine qu'on va devoir payer, pour affiner cette vision au fur et à mesure. Et moi, c'est ce que j'ai fait finalement. Je voulais la liberté, je voulais quand même de l'argent, et j'avais envie d'impacter. Et au début, je me disais, OK, la liberté et l'argent, c'est pas compatible. Parce que si je veux travailler que 3 heures par jour, comment je vais gagner? Et c'est là où je me suis dit, mais attends, mais en fait, il y a des leviers de scalabilité. Donc là, vous avez vu, on a parlé du socle. Je vous ai pas parlé des 5 piliers. C'est un des piliers, la scalabilité. Mais attends, mais si, par exemple, je fais des OP de marchand de biens plus grosses et que je vais lever de l'argent auprès de la banque ou que je vais lever de l'argent en love money auprès d'investisseurs, finalement, je peux gagner plus en y passant le même temps. Ou si je change de ville, je vais dans une ville où le prix au mètre carré est plus élevé. Finalement, je vais vendre 4 appartements, sauf que comme ils valent 3 fois plus cher, je vais gagner 3 fois plus. Et ainsi de suite. Et c'est là où, en me disant, OK, ma vision, c'est la liberté et l'argent, je pense que je peux pas gagner assez d'argent en travaillant 4 heures par jour. Et là, mon cerveau se met en marche. Attends, mais si tu vas dans telle ville, tu vas pouvoir vendre les appartements plus chers, gagner plus. Donc, c'est finalement compatible. Je peux travailler que 3-4 heures par jour et gagner plus. Donc, le prix à payer est moins grand. Et en fait, en faisant des boucles entre la vision qu'on a et le prix à payer, c'est comme ça aussi qu'on affine les choses. Et vous allez voir,
On va voir comment concrétiser sa vision, hein, comment maintenant, dans la troisième partie de ce podcast, comment vraiment la matérialiser. Et vous allez voir que c'est pas grave de pas avoir toutes les réponses au départ, puisqu'on va mettre notre cerveau en marche. Et c'est lui qui va résoudre les problèmes à notre place. L'idée, c'est juste de commencer à y croire et de commencer à mettre ça en place. Moi, j'avais pas tout le plan. Quand j'ai lâché mon job fin 2018, j'avais aucune idée que la boîte de marchand de biens prendrait cette ampleur. Je pensais pas qu'on ferait du consulting derrière. Je pensais pas que je créerais des podcasts. Et finalement, en commençant, tout s'est fait. Et aujourd'hui, ma vie, vous allez le voir, correspond à ma vision de l'époque parce que j'ai noté et j'ai écrit ma vision de l'époque. Et vous allez voir, ça va être très intéressant parce que je vais vous la lire. Et c'est fantastique. Mais j'avais pas toutes les cartes en main. Alors j'ai noté 3 choses. La première chose, c'est d'avoir un désir sincère. Et ça, c'est pas mes mots, c'est ceux de Napoléon Hill. Napoléon Hill, il a écrit Réfléchissez et devenez riche. C'est un des livres que j'ai derrière moi. Et dans ce livre, il parle beaucoup du désir ardent, du désir sincère. Et ça, s'il y a bien une chose que j'ai du mal à expliquer et que j'ai toujours eu dans le passé, c'est que j'ai toujours eu ce sentiment au fond de moi que j'arriverai à être libre, que j'arriverai à avoir une vie différente, en tout cas à mon sens, et que j'arriverai à appliquer ma patte. J'avais déjà ça au lycée, j'avais déjà ça à l'IUT, j'avais déjà ça dans la fin de mes études, et même dans les TP, en 2016, quand j'expliquais que je sors du bureau et que je me dis « mais c'est pas ça que je voulais ». Je savais pas comment faire, mais j'avais le sentiment que j'allais y arriver. Et Napoléon Hill, il parle de ça dans Réfléchissez et devenez riche, d'un désir ardent. Et j'ai noté 3 citations où il dit « Le désir ardent est le point de départ de toute réalisation ». Il dit aussi « Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir ». Et il dit aussi « Derrière chaque succès, il y a un désir brûlant, une obsession qui refuse d'accepter l'échec ». Et ça m'a vraiment parlé quand j'ai lu ce bouquin, de me dire « Mais voilà, la première chose à faire quand on concrétise sa vision, c'est de décider de croire pour voir. Je veux d'abord y croire, même si je ne sais pas si ça va marcher. Je pose ma vision, et j'espère qu'elle va fonctionner et je décide d'y croire. Et j'ai ce désir ardent que, comme on dit souvent avec Yann, par la porte ou par la fenêtre, j'y arriverai. Donc je vous invite encore une fois à relire Réfléchissez et devenez riche pour comprendre cette notion de désir ardent, de se dire je sais pas comment je vais y arriver, j'ai cette vision-là, je sais pas si ça va marcher, je sais pas si je vais y arriver, mais bordel, j'y crois, quoi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que fixer cette vision dans sa tête ne suffit pas, c'est qu'il faut la programmer dans son cerveau, et pour ça, je vous invite vraiment à l'écrire. Et c'est là où je vais vous la lire, parce que c'est assez amusant. En 2016, je m'étais amusé à écrire ma vision, après mes hernies, après ce deuxième burn-out, où je l'avais marqué pour 4 ans après. Et j'avais écrit, je vais vous la lire telle quelle, ce que j'avais écrit le 15 octobre 2016, j'avais mis 4 ans après. Nous sommes le 15 octobre 2020. Je me lève sans réveil. Je m'occupe de mes filles à plein temps quand c'est ma semaine. Je vis de l'immobilier et je suis indépendant financièrement. Je touche 3 500 € par mois de cash flow net de l'immobilier et de la bourse et cela couvre toutes mes dépenses. Je travaille avec mon associé Benjamin et nous avons une entreprise d'aménagement foncier. Nous dégageons à 300 000 € de marge annuelle, nous en vivons très bien. Je pars 2 fois par an à l'étranger, une fois en moto avec mes amis et une fois avec mes enfants. Je lis un livre par semaine et je fais du sport 3 fois par semaine. Je suis libre de mon temps. Je passe 1 semaine solo dans ma maison du Sud en hiver et en été, seul, hors vacances scolaires. Voilà ce que j'avais écrit à l'époque. Et aujourd'hui, 9 ans après, j'ai sur les objectifs financiers, je les ai bien explosés, tous autant qu'ils sont. Et c'est vraiment... Voilà, l'esprit est là, quoi. Vraiment, c'est magnifique. Et je me dis, j'ai écrit ça et à l'époque, c'était Rat Race à Bâle en 2016. C'était un truc de fou. Et j'étais loin de vivre cette vie-là. Et j'étais loin d'imaginer que ce soit possible. Et je me rappelle même que quand j'ai écrit ça, je me suis dit, bon, écoute, écris-le, on verra bien si ça se réalise ou pas. Et par contre, je l'ai écrit et j'ai vraiment décidé d'y croire. Et je vous le partage tel quel. Mais voilà, je me dis, c'est ouf que ce se soit réalisé autant. Et c'est encore une fois pour ça qu'il faut rêver grand, parce que, mine de rien, à l'époque, quand j'avais écrit 300 000 € de marge annuelle, j'y croyais à peine. Quand j'avais écrit 3 500 € par mois de cash flow, j'y croyais pas. Et entre 2016 et 2018, j'ai réorganisé tous mes crédits, j'ai mis des biens en LCD, et je suis rapidement arrivé à ça. Mais parce que j'ai décidé d'y croire avant. Et finalement, d'écrire cette vision,
je pense que ça la programme dans notre cerveau. Et après, l'idée, c'est de laisser travailler notre cerveau pour nous. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais cet exercice et ta vision, elle te paraît énorme et inaccessible, c'est normal. Moi, quand j'ai écrit ça, j'avais aucune idée de comment j'allais y arriver, mais ça n'a pas d'importance en fait, parce que le cerveau, il va faire son travail et il va connecter les points avec le temps. Et vraiment, pour moi, c'est ça. Une fois que ta vision, elle est claire, ton cerveau, il va naturellement trouver des opportunités qui correspondent à ça. C'est comme quand tu viens d'acheter une Tesla et tu as l'impression qu'il y a des Tesla partout dans la rue. Là, on a acheté un pick-up avec Elodie récemment et j'ai l'impression de voir des pick-up de partout. Là, c'est la même chose. Quand tu vas mettre ta vision là-dessus, tu vas voir des opportunités de partout. Et ça, c'est hyper important. C'est comme si tu programmais un GPS interne. Et pour moi, il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est Nico Popovic qui m'avait dit ça une fois. N'oublie pas que le cerveau est une machine formidable qui résout les problèmes qu'on lui soumet. Et je dis toujours ça, mais si à ton cerveau, tu lui soumets comment survivre avec le SMIC, j'aimerais pas être au SMIC, hein, mais la plupart des gens qui sont au revenu minimum, on se dit toujours comment on peut vivre avec ça. Et pourtant, malgré tout, ils y arrivent. Et en fait, si tu te dis comment gagner 10 000 euros par mois, et que tu mets vraiment ton cerveau là-dessus, que tu l'écris et que tu as cette vision, les opportunités vont arriver à un moment. C'est sûr et certain. Tu vas mettre ton cerveau au travail pour faire arriver ça. Donc, encore une fois, il faut décider de croire avant de voir arriver ça dans sa vie. Et sois malin, encore une fois. Si tu penses que tu veux des choses contradictoires, par exemple de la liberté et beaucoup d'argent, et que tu veux pas de statut, pour moi, c'était incompatible. Pour moi, tu pouvais avoir beaucoup d'argent si tu avais du statut et tu n'avais pas de liberté. Pour moi, c'était la logique. Du statut parce que tu vas avoir une boîte avec beaucoup de salariés, de l'argent tu vas en gagner parce que tu vas beaucoup travailler, et de la liberté tu n'en auras pas. Finalement, je me suis dit, le statut, je m'en fous, je veux de la liberté et je veux de l'argent. Et en fait, ça me paraissait contradictoire, mais il y a toujours une voie. Et j'étais le premier avec ces croyances limitantes. Et ça, si ça vous plaît, on pourra le développer dans les piliers, notamment le pilier de scalabilité. Il y a énormément de façons de dissocier le temps qu'on passe de l'argent qu'on gagne. Et c'est là le secret de la réussite, de l'effet de levier. On peut l'avoir dans le marchand de biens, on peut l'avoir dans le business en ligne, on peut l'avoir dans plein de choses, et c'est hyper important. Et ensuite, ta vision, ce sera ton filtre à chaque fois. Et tu peux te servir, quand tu as fait ta vision, quand tu as créé ta vision, tu peux t'en servir comme un filtre. Et pour moi, aujourd'hui, c'est le filtre de ma vie. Tout ce qui m'arrive, toutes les opportunités que j'ai, je les passe dans ce filtre-là. Est-ce que ça va m'apporter plus d'argent, mais est-ce que ça va me permettre de conserver ma liberté? Ça va être hyper important. Et chaque fois qu'il y a une opportunité qui arrive, demande-toi si elle colle avec ta vision. Et si elle colle pas, c'est soit une distraction, soit un piège, soit quelque chose qu'il faut que tu laisses sur le côté. Et surtout, avec le temps, accepter que ta vision, elle va évoluer au fil du temps. Moi, j'ai toujours voulu ma liberté, et aujourd'hui, avec le temps, j'ai l'impression que je ressens aussi de plus en plus ce besoin de challenge. Et c'est pour ça que la bourse, elle m'a passionné autant, et que finalement, j'ai pris des risques en bourse, mais parce que je sentais une opportunité. C'est pour ça que la crypto, ça me passionne autant, puis j'adore apprendre, j'adore transmettre. C'est aussi pour ça que j'ai pris des risques avec la crypto. Et avec le temps, mon rapport à l'immobilier, il a changé aussi. Je fais moins de locatifs parce que j'ai moins envie d'en faire, donc je me force pas. Et je prends aussi les deals les plus intelligents que je trouve en marchand de biens, qui vont me rapporter le plus, en essayant d'y passer le moins de temps possible finalement. Et pareil, entrepreneurialement, je vais prendre aussi des nouveaux risques, parce que je sens que j'ai ce besoin de challenge en moi, et aussi d'impact que j'ai envie de révéler. Donc voilà, accepte aussi avec le temps que ta vision, elle évolue. Et on arrive déjà à la conclusion de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. J'essaye de vous partager de la façon la plus transparente possible, chaque semaine, tous les 15 jours, les difficultés que j'ai traversées et les solutions que j'y ai apportées. Je pense vraiment que tout commence par là, si vous avez envie de voir du changement dans votre vie, par cette vision. Donc je vous invite vraiment à fixer cette vision, à être honnête sur ce que vous voulez vraiment, et aussi à être conscient du prix à payer. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre vision de la vie, parce qu'elle peut être très différente de la mienne, et quelle est surtout votre vision de ce que vous voulez pour votre futur. Et peut-être de vous poser aussi cette question aujourd'hui. Justement, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis en train de le construire? Est-ce que je suis en train de m'auto-saboter? Parce qu'au final, le but, c'est de vivre une vie qu'on a consciemment choisie.
une vie de choix, une vie pour soi, et pas de construire le rêve de quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve ici dans 15 jours. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.